C'est un plaisir de se retrouver pour la 5e vidéo de cette série. Les épisodes précédents nous ont déjà permis de parler de quelques-unes des merveilles que l'on trouve dans la nature. Mais il faut le dire, tout cela nous dépasse et nous ne faisons qu'effleurer de grands mystères. Pour aller plus en profondeur, il y a dans les livres et sur Internet de nombreuses ressources scientifiques. Celles-ci peuvent vous permettre d'en savoir plus sur ces prodiges. Et prodige, c'est bien le mot qu'il faut utiliser. De fait, et malgré mon âge, je suis sans cesse impressionné par les prouesses que l'on trouve dans la nature. Comme je l'ai évoqué précédemment, j'ai consacré beaucoup de temps à concevoir et à créer des inventions. La réalisation des prototypes m'a conduit à dessiner des plans, à chercher de bons matériaux, à usiner des pièces, à faire des circuits électroniques, de l'optique, de la chimie et de la programmation. Aujourd'hui, et avec les magasins ou Internet, acheter un objet ou un appareil est très facile. Par conséquent, et dans ce monde industrialisé, peu de personnes ont conscience des sommes de réflexion, de travail et de sueur qu'il faut pour créer des objets. De fait, et comme je m'en suis rendu compte à maintes reprises, pour qu'un appareil fonctionne, on doit y consacrer du temps, de l'énergie et franchir de nombreuses étapes. Par exemple, dans ma jeunesse et alors que je prenais des cours de musique, j'ai ressenti qu'il y avait un grave problème. Avec ses dièses, ses bémols et bien d'autres aberrations amassées au fil des siècles, le solfège me semblait illogique. Comme cela rendait les choses inutilement complexes et que je voulais quand même faire de la musique, j'ai cherché à retranscrire la musique d'une manière plus limpide. Après avoir créé le nouveau système de notation, j'ai entrepris de fabriquer un nouveau type de piano. La conception et la réalisation de ces instruments m'ont pris beaucoup de temps et cela a nécessité de faire des dizaines de milliers de pièces. Plus tard, et grâce à l'impulsion de mon fils, nous avons entrepris de faire connaître cette innovation. C'est ce que vous pouvez découvrir en allant sur le site de dodekamusic.com. Dans ce projet, et pour permettre aux musiciens d'exploiter tous les avantages de Dodeka, nous voulions commercialiser un clavier optimalisé. Mais cela n'est pas facile, car pour réaliser un nouvel appareil, il faut concevoir les systèmes, faire les plans, usiner les pièces, tracer et monter les circuits électroniques. Une fois ces étapes réalisées, on doit faire la programmation, etc. En plus de tout cela, et pour une commercialisation, il faut prendre en compte de nombreux critères, dont des aspects industriels et financiers. Dans la réalité, et à cause de toutes ces contraintes, il est impossible que les choses fonctionnent du premier coup. Il faut donc faire et refaire. De fait, et après avoir étudié différentes variantes, nous avons conçu ce modèle modulaire. Il peut accueillir plusieurs octaves et dispose de fonctions et d'innovations sans équivalent. Mais c'est encore un prototype, et pour le fabriquer en série et le vendre, il devrait encore subir des améliorations. Comme le montre cet exemple musical, une bonne idée ne suffit pas, et même avec les meilleures réflexions, il faut plusieurs générations de prototypes pour aboutir à un produit fonctionnel et fiable. Pour finaliser un concept, il faut faire le bilan, démonter, réfléchir et refaire. Rien ne se fait tout seul et le plus compliqué, c'est de tenir compte de tous les détails. À cause de cette loi cruelle, j'ai dans des cartons de nombreux projets inachevés. Les difficultés pour arriver à faire fonctionner quelque chose touchent tous les secteurs. Par exemple, et durant mon adolescence, je rêvais de pouvoir faire voler des appareils. Cela m'a conduit à étudier l'aéronautique et à construire et à faire décoller des petits avions et des fusées. Pour m'élever dans le ciel, j'envisageais de me construire un autogire. C'est une sorte d'hélicoptère. Par ailleurs, le projet de pouvoir élever des éléments dans l'air m'a aussi conduit à imaginer un concept d'aile rotative horizontale. Naïvement, je pensais pouvoir en réaliser un modèle réduit et j'ai commencé à usiner quelques pièces avant d'abandonner. De manière amusante, j'ai découvert récemment
que certains aéronefs modernes utilisent ce concept de rotor horizontal pour voler. Toutefois, il a fallu des centaines de milliers d'heures d'études et l'application de technologies de pointe pour que cela soit possible. Tout cela était évidemment hors de ma portée. Cette question des investissements s'applique à l'échelle globale. Ainsi, c'est seulement après des millénaires de recherche scientifique et d'une somme colossale d'énergie que les hommes ont pu accomplir le rêve de s'élever dans les airs. Alors quand je vois un papillon me regarder et partir de manière insolente sur une autre fleur, j'ai fortement l'impression que la nature rigole de nos efforts. Tout cela semble si facile et ils sont des myriades d'insectes, d'oiseaux et même de poissons à vaincre les lois de la pesanteur. Le comble, c'est que cette maîtrise des airs concerne même les végétaux. Par exemple, certains arbres, comme les érables, ont des graines en forme d'hélice. Grâce aux courbes et aux angles de leur enveloppe, la chute produit une rotation et elles peuvent planer. Ces ailes qui tournent et qui permettent de supporter un appareil, c'est exactement le procédé qu'utilise le fameux autogire que je voulais créer. Mais ce n'est que l'un des systèmes présents dans la nature. Par exemple, et dans ce modèle de graine, ce sont les formes aérodynamiques des feuilles placées au-dessus qui créent la rotation. Cela permet à la semence de voler et, avec le vent, de se déplacer sur de longues distances. La capacité des plantes à disséminer leurs graines me donne l'occasion de vous présenter ce prototype que l'on pourrait appeler balette. En effet, c'est comme une arbalète, mais sans son arc. Celui-ci est remplacé par un puissant ressort pneumatique. Ce lanceur tire ce genre de projectile et on peut le remonter avec une manivelle. La complexité des pièces, et notamment de celle de la détente, montre que ce n'est pas facile d'envoyer des projectiles. C'est pourtant cet exploit que j'ai découvert en me promenant à proximité d'une rivière. En voulant traverser un buisson, je me suis retrouvé au milieu d'un champ de tir. Par de petites explosions, des graines étaient expulsées dans tous les sens. Ces plantes, appelées impatience de l'Himalaya, sont l'une des espèces qui projettent leurs graines. Ce qui est fou, c'est que ces fusils biologiques disposent d'un mécanisme sensoriel. Ainsi, il suffit de toucher légèrement la plante pour que le ressort lance les graines. La portée du tir de plus de 6 mètres permet à la plante de conquérir de grandes zones. C'est ce même objectif que l'on retrouve avec les plantes que l'on appelle les pissenlits ou les dents de lion. Mais ici, le principe est différent car la fleur va se transformer de manière à équiper ses graines d'un parachute. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple toile tenue avec des ficelles. Non, ici la graine est portée par une structure rigide dotée de très fins poils. Lorsque l'air traverse ce réseau, cela crée un vortex de basse pression. C'est cette aspiration depuis le dessus qui assure le vol. Rien que cela. Grâce à ce procédé et au vent, la plante peut envoyer ses semences sur de très grandes distances. Et ses graines peuvent même traverser les océans. Mais alors, qui a conçu de tels systèmes? Qui a calculé et appliqué les complexes lois aérodynamiques qu'ils utilisent? Ces technologies sont-elles le fruit du hasard et donc d'un long processus de sélection naturelle? Ainsi, au fil du temps et des débordements produits par le chaos, se seraient dessinés les hélices, le mécanisme du canon à graines, les parachutes du pissenlit. C'est ce qu'on entend très régulièrement. La nature a fait, la plante a trouvé. Mais ce discours se heurte à un énorme problème. En effet, car pour diffuser ces graines par le vent, les arbres et les plantes doivent savoir que l'air qui est invisible peut servir à porter des semences. De plus, et une fois ce savoir acquis,
ils doivent, pour profiter de ce léger véhicule, mettre en œuvre de complexes lois aérodynamiques. C'est ce parcours douloureux qu'ont dû accomplir les pionniers de l'aviation. Seule l'application minutieuse d'équations mathématiques permet d'obtenir une portance, et donc de maintenir un objet dans l'air. En cas d'échec, la loi cruelle qui s'applique, c'est que le sol est dur, très dur. Sans maîtriser les lois aérodynamiques, il n'y a pas de solution. Par conséquent, et à cause de la complexité de ce type de problème, le hasard serait contraint de tâtonner sans succès et durant l'éternité. Et pourtant, les parachutes, les hélices et les autres systèmes que l'on trouve dans les plantes exploitent avec perfection la densité de l'air et les déplacements du vent. Par ailleurs, ils visent à envoyer les semences sur des terres lointaines, comme si la plante avait la conscience de la globalité de notre monde. Cette intégration de plusieurs facteurs s'exprime aussi dans des machines volantes bien plus complexes. Aujourd'hui, les ingénieurs qui travaillent en aéronautique et sur des avions de dernière génération ne cessent de concevoir, de fabriquer, de tester et de corriger leurs projets. Durant tout ce processus, il est amusant de songer qu'il y a forcément un moment où quelques mouches sont venues les gêner. Pour poursuivre leur labeur, les chercheurs ont donc dû écraser avec violence ces petits volatiles. Et pourtant, par ce geste banal, ils ont mis fin à des appareils des milliards de fois plus complexes que le leur. En agrandissant une guêpe d'une quinzaine de millimètres à l'échelle d'un avion de chasse, on en mesure les prouesses. Le premier aspect concerne sa mobilité. À la taille de l'avion, cet insecte, qui n'est pourtant pas le plus rapide, pourrait se déplacer à plus de 12 000 km à l'heure. De plus, et avec son stock d'énergie, la guêpe pourrait faire le tour de la Terre. Mais son autonomie va bien plus loin, car l'avion nécessite d'avoir une piste d'atterrissage, du personnel d'entretien, des camions pour apporter le carburant, des satellites et des radars au sol pour le guider. La guêpe est indépendante et peut se poser à la verticale et même au plafond. Ses ailes bougent à la fréquence de 200 coups par seconde et peuvent même atteindre les 1000 battements. Mais sur ce plan, la guêpe est loin d'être la plus performante, car certains moucherons atteignent le chiffre exorbitant de 60 000 battements par seconde. Sur le plan visuel, les yeux de la guêpe utilisent 40 000 lentilles. Voici le détail de leur disposition pris au microscope. Dans une prochaine émission, nous reparlerons des exploits inouïs de ces fabuleux capteurs. Par ailleurs, et pour sentir les odeurs, la guêpe dispose de plus de 100 000 cellules olfactives. En ce qui concerne le vol, et chez de nombreux insectes, le mouvement des ailes est très complexe et produit une portance en utilisant de complexes effets de capture de turbulence. Au niveau de l'armement, les insectes ont aussi de très grandes capacités défensives ou offensives. Comme on peut en faire la douloureuse expérience, la guêpe peut piquer et avoir un impact sur des êtres de plus de 100 000 fois son poids. Ces images que j'ai prises au microscope nous montrent le détail de son aiguillon. Ce dard, qui dispose d'un canal interne, fait moins de 2 mm. Comme le montre sa forme, c'est une épée parfaitement dessinée. Regardez la finesse de ses ardillons. Ceux de l'abeille sont beaucoup plus marqués. Par conséquent, et lorsque leur dard pénètre la peau, l'insecte est maintenu en place et peut poursuivre l'injection de son venin. Cette séquence montre le déploiement du dard d'un bourdon. Grâce à de minuscules muscles, il peut dégainer et atteindre son agresseur. Ces aiguillons sont impressionnants, et pourtant, certains insectes disposent d'armements encore plus impressionnants. Comme le montre
ce prototype de petit pistolet que j'ai réalisé dans ma jeunesse, mes intérêts techniques m'ont aussi conduit à étudier les armes à feu. Dans la plupart des cas, c'est grâce à des cartouches fabriquées en usine que les armes fonctionnent. Pour procéder au tir, un percuteur vient frapper l'arrière de la cartouche. Suite à ce choc, l'amorce s'enflamme, la poudre et la pression obtenue poussent le projectile à grande vitesse hors du canon. Après le tir, il faut sortir la douille devenue inutile et introduire une nouvelle cartouche. Mais dans la nature, certains insectes disposent de technologies bien plus élaborées. Par exemple, les scarabées bombardiers n'ont pas besoin de cartouches. L'amorce, la poudre et les projectiles sont fabriqués sur place. Pour cela, des produits chimiques sont envoyés dans une chambre de combustion placée sous l'abdomen. Lorsque l'ébullition commence, un clapet se ferme. Une fois la pression critique atteinte, une valve s'ouvre et un jet toxique de plus de 100 degrés est expulsé sur la cible. Après l'explosion, une nouvelle munition chimique s'engage dans la chambre et le processus recommence. L'insecte peut donc tirer à plusieurs reprises contre ses prédateurs. Mais comment de tels systèmes ont-ils pu être conçus? En effet, et comme nous l'avions souligné dans une précédente émission, pour faire voler un appareil ou développer de tels armements, il faut commencer par disposer des bonnes matières. C'est avec ces ressources et sur cette première expression d'intelligence que pourra se concevoir le projet. Ensuite, et après avoir usiné et donné forme aux différentes pièces, il faudra encore assembler les divers éléments pour qu'ils soient opérationnels. Selon la théorie de l'évolution conduite par le hasard, c'est de manière accidentelle que les choses se sont passées. Ainsi, et selon les athées, ce processus se ferait en 4 étapes. À sa base, tout commence par un organisme enfermé dans son état initial. De par ses capacités limitées, il ne peut pas passer à un niveau supérieur. C'est par exemple la condition d'un animal dépourvu d'ailes. À cause de ce manque, il lui est évidemment impossible de voler. Mais, et c'est là que le hasard intervient de façon providentielle, car lorsqu'un être vivant se reproduit, des interférences peuvent entrer dans le processus. Et cela peut donner lieu à des mutations génétiques accidentelles. La plupart de ces descendants modifiés ne peuvent évidemment pas survivre ou passer la barrière technologique. Mais, et selon les propos de ceux qui vénèrent le hasard, l'un d'eux va finir par obtenir de nouvelles capacités. Par exemple, et grâce à de providentielles mutations, il recevra des ailes. Doté de cette supériorité, l'élu pourra sortir de ses limites et traverser la barrière. Une fois parvenu à ce niveau, il aura la chance de pouvoir l'inscrire dans son patrimoine génétique. Grâce à cela, ses descendants pourront perpétuer l'innovation et subir de nouvelles mutations et encore, et encore, et encore. Le hasard a fait. C'est donc en invoquant ces successions d'heureux accidents biologiques que l'on vous explique que l'on est passé du point zéro à des millions d'espèces vivantes. Ceux qui invoquent ce processus n'ont sans doute jamais créé d'innovation. Car s'ils l'avaient fait, ils auraient rapidement constaté que tous les systèmes, qu'ils soient mécaniques, électroniques ou biologiques, ont besoin de cohérence. Par exemple, pour réaliser le moteur thermique d'une voiture, il faut concevoir et assembler environ 250 pièces. Chacune d'elles a une matière, une forme et une fonction spécifiques. Les tâches à accomplir sont exigeantes car le carburateur ou le système d'injection doivent réaliser un mélange parfait entre l'oxygène et l'essence.
Pour extraire l'énergie, les mouvements des pistons et des soupapes doivent être parfaitement synchronisés. Ensuite, et à travers les bielles et le vilebrequin et d'autres éléments, les pièces doivent convertir les mouvements linéaires en rotation. À ce complexe ensemble devront encore s'ajouter l'alternateur, le démarreur, la boîte de vitesse, la batterie et d'autres composants essentiels. Par ailleurs, il faudra évidemment pourvoir le moteur en carburant et en huile. Enfin, et pour assurer le bon fonctionnement, de nombreux capteurs et des systèmes de régulation devront gérer l'ensemble. Que l'un de ces éléments vienne à faillir, et c'est la panne. Et cette règle impitoyable s'applique à tout système complexe. Ainsi, et pour faire voler un oiseau, il ne suffit pas de lui coller des ailes. Tout l'animal doit être conçu en fonction de cet objectif. Premièrement, et afin de respecter le poids critique, la structure doit être allégée. C'est pour remplir cette condition que les oiseaux disposent d'un squelette formé par des os creux et renforcé par des nervures internes. Par ailleurs, ils doivent aussi disposer de moteurs très performants, d'ailes aérodynamiques, de gouvernes, d'un train d'atterrissage repliable, d'un système de stabilisation et d'orientation, etc. Si l'un de ces éléments fait défaut, l'oiseau ne volera pas. Qu'une petite pièce se casse dans votre montre, qu'un composant de votre smartphone soit corrompu, qu'une hélice de votre drone soit mal fixée, ou même que la petite valve d'un pneu de votre voiture soit défectueuse, et tout s'arrête. Dans une vidéo précédente, nous avons évoqué la difficulté de concevoir un venin en aveugle et sans connaître la physiologie de la cible. De fait, le venin construit dans l'espèce A doit pouvoir agir dans le système biologique de l'espèce B. Mais cette exigence n'est qu'une partie du problème, car sans des dents ou des dards percés et dotés de canaux, sans des glandes et sans des muscles capables de l'éjecter, le venin ne sert à rien. C'est par la mise en commun de diverses prestations que s'établit une fonction. De fait, la mutation, même heureuse, d'un seul élément est incapable de produire une innovation. Comme l'illustrent ces quelques exemples, seule la cohérence de tous les acteurs permet à un système d'opérer. Pour cela, et comme nous l'avons évoqué, il faut commencer par trouver les bons atomes. Ensuite, ceux-ci doivent être assemblés en vue de créer les molécules qui permettront aux pièces d'avoir les bonnes matières. Après cela, il faut former les cellules et les adapter à leurs fonctions dans les organes. Finalement, et après tout ce processus, les différents éléments devront être intégrés dans un ensemble cohérent. Chacune de ces étapes est comme un solide blindage. Pourtant, c'est uniquement en parvenant à traverser ces couches qui forment le mur du fonctionnement que l'on peut passer de A à B et donc atteindre un niveau supérieur. Mais alors, comment la nature parvient-elle à triompher de ces obstacles pour créer des innovations? La complexité qui s'exprime dans la nature et qui permet aux organismes d'évoluer dans une grande diversité d'environnements forme un colossal édifice d'intelligence. De fait, ceux qui prétendent que c'est le hasard qui a créé ces extraordinaires systèmes que l'on trouve dans le vivant font preuve d'une abyssale ignorance. En effet, comme l'a démontré Edward Lorenz en formalisant la théorie du chaos, le hasard est à la fois libre et prisonnier de ses contraintes. À l'exemple des flaques d'eau, des lacs ou des mers, ces zones d'action sont définies par des rivages. De fait, et selon la taille et la profondeur du liquide qui lui sont attribués, il peut brasser un volume. Mais le hasard s'arrête là où l'ordre commence. Par conséquent, et à cause de ces limites, le chaos exerce l'imprévisible dans des espaces prévisibles et délimités.
Mais alors, et si le hasard ne peut sortir de ses frontières, comment et d'où viennent les impulsions qui ont permis aux espèces de profiter de bénéfiques mutations? Dans la suite de nos émissions, nous reviendrons sur ces questions cruciales. Toutefois, et avant de poursuivre nos explorations, prenez le temps d'observer et de vous émerveiller devant la maîtrise technologique qui s'exprime dans la nature. C'est grâce au bon fonctionnement de ces systèmes à l'intérieur de vous que vous êtes là. Sur ce constat extraordinaire, je vous dis donc à tout bientôt.